Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission Sur la brèche. Le docteur Abdoul Karim Saïdou est l'invité de ce dimanche. Ancien secrétaire exécutif du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, le docteur Saïdou est enseignant-chercheur à l'université Ouagadougou. Il est aussi chargé de programme à l'Institut général Tchemogo Marc Garango. Docteur Saïdou, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez beaucoup travaillé sur les politiques publiques de sécurité et les processus de démocratisation en Afrique. Pour commencer, dites-nous déjà comment se porte la démocratie au Burkina, 2 ans et demi après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et à peu près 1 an après la fin de la transition politique au Burkina. Merci de l'invitation. Alors je dirais que la démocratie au Burkina Faso continue de se construire. Comme vous le savez, la démocratisation est un processus qui prend du temps, qui peut connaître des hauts et des bas. Et je considère que depuis l'insurrection populaire, le Burkina Faso a amorcé un processus que j'estime irréversible. Et donc, il appartient à l'ensemble des acteurs concernés, les partis politiques, les organisations de la société civile, les institutions et les citoyens ordinaires à s'investir pour préserver les acquis engrangés à travers l'insurrection et jeter les bases d'un renouveau démocratique au Burkina Faso. Donc, je pense que nous sommes dans un processus qui se construit, mais pour que ce processus soit irréversible, il va falloir que les citoyens s'engagent davantage pour la préservation des acquis auxquels nous avons abouti. Sans transition, je voudrais qu'on entre de plein pied dans l'actualité de la semaine. Et là, je voudrais que l'on aborde la question relative au passage à une 5e République. L'actualité, ce sont les tournées entreprises par la commission en charge de la rédaction de cette constitution, des tournées dans les 13 régions du Burkina pour recueillir les avis et les suggestions donc, des forces vives, et également des tournées dans différentes capitales africaines pour recueillir donc les amendements. C'est vrai que vous êtes membre de cette commission-là, mais est-ce que vous pensez qu'il est réaliste de croire que l'on peut capitaliser les amendements et propositions à travers des forats d'une telle nature? Oui, je suis convaincu que ces assises nationales ainsi que les tournées organisées à l'extérieur vont permettre d'enrichir la qualité du document. Moi, j'ai été chargé par la commission constitutionnelle de conduire la mission de la commission au niveau du Ghana. Nous avons échangé avec les Burkinabés, non seulement du Ghana, mais aussi du Togo. Et donc, nous avons eu des amendements. Nous avons été d'ailleurs agréablement surpris de constater que les Burkinabés de la diaspora ont pris le temps de lire le document. Ils nous ont fait des amendements. Et je pense que l'intérêt de ce processus, c'est parce que les Burkinabés de la diaspora ont des intérêts spécifiques. Donc c'est une composante spécifique qui mérite d'être, je dirais, impliquée dans le processus. L'inquiétude, docteur Saïdou, c'est que les Burkinabés se demandent en réalité, au regard de la multiplicité, on va dire, des amendements qui sont formulés, est-ce que quelque part les gens n'auront pas le sentiment après que le document qui est censé avoir pris en compte les préoccupations, finalement, n'est pas passé à côté de préoccupations majeures? Non, je crois que toutes les propositions d'amendement qui vont être faites vont être analysées par la commission, parce qu'une fois que les différentes missions vont rentrer, nous allons déposer les rapports et on va essayer de faire une synthèse. Et nous allons identifier les propositions qui mériteraient d'être discutées davantage au sein de la commission pour pouvoir les intégrer. Et je pense que c'est ça l'intérêt de cet exercice, parce qu'on aurait dû envisager un processus où on demanderait, par exemple, aux Burkinabés de la diaspora et même aux Burkinabés vivant sur le territoire national d'envoyer leurs amendements, soit par email, par d'autres canaux. Mais le fait qu'il y ait des échanges directs permet de faire comprendre les tenants et les aboutissants d'un certain nombre de propositions. Et je pense que c'est ça l'intérêt de cet exercice-là. Pour prendre le cas du Ghana où j'étais, nous avons fait la présentation non seulement en français, mais en anglais. Et j'ai pu aussi échanger, même en langue Hausa, avec beaucoup de Burkinabés qui ne comprennent ni l'anglais ni le français. Et j'avoue que nous avons recueilli des réflexions très pertinentes. Il y a des questions qui ont été soulevées, des questionnements qui vont nous permettre, je pense, d'améliorer la qualité du document.
Alors, je vous le dis tout net, hein, certains de nos concitoyens voient dans cette tournée une grande embrouille folklorique dont la facture sur le budget public va laisser un arrière-goût, on va dire, quelque peu amer, sans que les bénéfices en termes de participation citoyenne et d'avancée démocratique ne soient même évidentes. Est-ce que vous comprenez ces opinions? Oui, je comprends ces opinions. Nous sommes dans un processus où l'optimisation des ressources doit être une préoccupation des dirigeants, une préoccupation de l'ensemble des citoyens. Mais je pense que c'est le choix qui a été fait d'adopter une démarche participative. Je pense qu'on aurait dû poser ce débat peut-être lorsque le décret avait été pris par le chef de l'État. Parce que les assises nationales étaient prévues dans le décret qui crée la commission constitutionnelle. Ce qui n'était pas prévu, c'était les tournées à l'extérieur du pays. Et ces tournées-là ont été proposées suite à des préoccupations posées par les Burkinabés de la diaspora, qui ont estimé qu'il était intéressant également de les consulter. Et donc, il y a eu un partenariat avec la Fondation Anne Sadel qui a accepté de prendre en charge une partie des frais que vont générer ces tournées-là. Et j'avoue que moi, j'étais à Accra, mais les ambassades ont fait des estimations budgétaires envoyées au niveau du gouvernement. Elles n'ont pas reçu quoi que ce soit de la part du gouvernement. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui se sont déplacés depuis Koumassi, depuis Lomé pour venir à Accra, pour venir nous écouter. Et nous avons eu des échanges, comme je l'ai dit, très féconds pendant plus de 4 heures. Nous avons échangé à bâton rompu. Donc je pense que la préoccupation posée par certains citoyens concernant le coût, c'est une préoccupation qui est tout à fait légitime. Peut-être qu'on aurait dû se passer de ces tournées-là, mais je pense qu'avec les résultats que nous avons sur le terrain, cela dépend de ce qu'on veut atteindre comme résultat. Parce qu'on peut envisager une réforme constitutionnelle qui se fasse de façon élitiste. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a mis en place un comité composé d'une dizaine d'experts qui a fait un travail. Ensuite, c'est passé en Conseil des ministres, puis à l'Assemblée nationale. Le choix qui a été fait au Burkina Faso, c'est d'aller vers un processus participatif qui permet d'intégrer les citoyens dans le processus. Et je crois que nous sommes dans l'esprit de l'insurrection populaire qui voudrait que les citoyens soient consultés à tous les niveaux et que ça ne soit pas uniquement un processus pour informer les citoyens, parce que c'est ça ce qui est important. Il ne s'agit pas en fait de diffuser, de vulgariser le document. Il s'agit d'engager des discussions avec les Burkinabés pour obtenir leur feedback, leurs amendements. Et ensuite, la commission va se retrouver pour les examiner. Et après ce travail, le chef de l'État, comme c'est prévu dans le décret, aura 8 jours pour faire ses amendements. Et la commission va encore discuter les amendements du chef de l'État. Donc c'est après cela que le document final va être transmis au président du Faso. Alors, le débat qui traverse l'espace public à propos de l'écriture de cette nouvelle constitution porte également sur la pertinence de cette entreprise de modification constitutionnelle, on va dire, dans le contexte actuel de morosité économique. Il ne vous a pas échappé qu'une étude du CGD, datant du dernier trimestre de 2016, révèle que le passage à la Ve République n'est pas identifié comme, en tout cas, une priorité. Est-ce que vous direz que le président Roch Kaboré a raison de rester droit dans ses bottes en s'en tenant à sa promesse de campagne, ou plutôt qu'il devrait, on va dire, changer de cap au risque de trahir sa parole? Bon, ce que je constate, c'est que toutes les composantes qui sont au sein de la commission, que ce soit les partis politiques de la majorité, les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile, les organisations des femmes, des magistrats, etc., aucune composante n'a remis en cause le processus. Et donc, je crois que si aucune composante n'a remis en cause le processus, cela veut dire que c'est un processus qui est accepté par ces composantes-là, même si certains Burkinabés peuvent avoir des réserves par rapport à ce processus. Et moi, je comprends le projet de réécriture de la Constitution comme la continuation de l'insurrection populaire, parce que c'est une volonté qui a été manifestée depuis la transition. Moi, j'étais membre de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Nous avions soumis un avant-projet de Constitution. Le Conseil national de la transition également avait soumis un avant-projet de Constitution. Mais compte tenu des événements politiques qui ont émaillé cette période-là, notamment le putsch manqué de septembre 2015, cette question n'a pas pu être inscrite à l'agenda
mandat de la transition. Sinon, de mon point de vue, la priorité de la transition devait être l'adoption d'une nouvelle constitution ou en tout cas des révisions constitutionnelles substantielles qui permettraient d'enlever du texte constitutionnel l'ensemble des dispositions que nous considérons comme étant non conformes à l'esprit de la démocratie. Et donc, d'abord, c'est une promesse électorale du président du Faso. Ensuite, c'est la continuation de l'insurrection populaire. C'est ça qui explique, de mon point de vue, la réécriture. Sinon, dans un état de droit normal, les constitutions prévoient rarement les mécanismes de leur remise en cause. Elles prévoient des conditions de leur révision. Et donc, la réécriture, de mon point de vue, s'inscrit dans ce processus de continuation, de consolidation de l'insurrection populaire. D'accord. Alors, on passe à un autre sujet. On va dire peut-être des préoccupations plus terre à terre en rapport avec le panier de la ménagère. En tout cas, entre le SNAID, le syndicat national des agents des impôts et des domaines, et le gouvernement, rien ne va plus. Toute cette semaine, les syndicats étaient en grève car ils estiment que face aux préoccupations des travailleurs, le gouvernement fait du dilatoire. Dilatoire, le terme est énoncé par le SNAID. Donc, le secrétaire général du SNAID qui l'a dit en tout cas à nos confrères du pays. Le SNAID qui met également à l'index ce qu'il considère comme une absence de volonté politique dans la mobilisation des ressources. Qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue social pour le moins difficile entre le gouvernement et le syndicat? Je pense que de façon globale, ce qu'on a observé depuis l'année dernière, en 2016, c'est que le gouvernement a du mal à asseoir un mécanisme de dialogue avec les syndicats, avec les travailleurs de façon générale. Et de mon point de vue, il va falloir engager un dialogue sincère qui permette à l'ensemble des couches de la population, à l'ensemble des forces vives de savoir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Et je pense que c'est aussi le fait qu'on soit dans une posture de dire que tout est prioritaire. Parce que c'est ça aussi le problème auquel nous faisons face. Si on dit que tout est prioritaire, en ce moment, il n'y a pas de priorité. Et donc, on ne peut pas empêcher aux différentes catégories socio-professionnelles de revendiquer leurs droits. Maintenant, il va falloir que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour assurer les uns et les autres. Mais par rapport aux revendications, je pense que c'est des revendications tout à fait légitimes. Surtout dans ce domaine-là où on sait que la capacité extractive de l'État burkinabé, qui est aussi une caractéristique essentielle des États africains, la faible capacité à extraire les ressources est une donnée fondamentale qu'il va falloir traiter avec beaucoup d'attention. Surtout qu'avec le financement du PNDS, ce que nous devons mobiliser au plan national, il faut que nous puissions nous donner les moyens de mobiliser ces ressources-là. Voilà. Donc je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, engager un dialogue qui permette aux uns aux autres de se comprendre et de ne pas rentrer dans un bras de fer qui peut nuire à la cohésion sociale. Dans l'argumentaire développé par les syndicats, il y a les nominations au poste de responsabilité qui ne répondent pas nécessairement aux critères de compétence. C'est l'opinion des syndicats. Il y a les exonérations fiscales qui emprunteraient des voies peu orthodoxes qui feraient perdre des milliards aux caisses de l'État. Il y a aussi ce que le SNAID qualifie d'impunité pour les auteurs de fraude fiscale. Comment est-ce que vous analysez tous ces arguments? Mais je pense que le syndicat devrait communiquer davantage sur ces questions parce que c'est extrêmement dangereux ce qu'on entend. Ça veut dire qu'il y a un problème de mauvaise gouvernance dans l'appareil d'État, surtout dans ce secteur précis. Et de ce point de vue, il serait important que les autres acteurs de la société puissent également se saisir de cette question-là, pour qu'on sache véritablement les difficultés auxquelles nous faisons face et prendre des mesures pour y remédier. Parce que si on dit qu'il y a de l'impunité, il y a la fraude fiscale et qu'il n'y a pas de mesures draconiennes qui sont prises pour y remédier, ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance et cela peut démotiver les travailleurs qui se battent jour et nuit pour faire en sorte que l'État puisse mobiliser des ressources et faire face aux préoccupations des populations. Il y a un problème de bonne gouvernance qui est posé ici, il y a un problème d'assainissement des finances publiques qui est posé ici et je pense qu'il appartient à l'autorité de prendre les dispositions pour remédier à cette situation. Alors, entre Armand Bewende, le maire central de la commune de Ouagadougou, et Nathanaël Ouedraogo, l'ex-candidat UPC à la mairie de Ouaga, rien ne va non plus. En fait, ce n'est pas véritablement une querelle de personnes. Disons plutôt que les groupes municipaux UPC et MPP
se sont échangés, en tout cas ont échangé des amabilités ou ont croisé les fers par conférence de presse interposée pour être plus précis. La pomme de discorde, c'est bien entendu la gestion municipale jugée gabégique, léthargique et laxiste par l'opposition qui a été la première à tirer son épée du fourreau. D'abord sur la forme, qu'est-ce que vous en pensez? Sur la forme, je pense que l'opposition est dans son rôle. C'est ce qu'on attend de l'opposition politique, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Lorsqu'il y a des manquements qui sont constatés, lorsqu'il y a des faiblesses dans la gestion, il appartient aux élus de l'opposition de protester et donc de mettre ces questions-là sur la place publique. Mais il me semble qu'il est beaucoup plus judicieux d'engager un dialogue au sein de la commune pour voir comment résorber ces problèmes-là. Parce que la relation entre la majorité et l'opposition ne doit pas être perçue en termes de confrontation. S'il y a des problèmes de gestion qui sont posés au niveau de la commune, que ce soit à Ouagadougou ou d'autres communes, il est important que les élus locaux, les élus de la commune puissent en discuter pour trouver les voies et moyens pour trouver des solutions à ces difficultés-là. Mais de mon point de vue, cela ne doit pas s'inscrire dans une logique de confrontation politicienne. S'il y a des problèmes qui sont posés, s'il y a des preuves de manquement par rapport à la gestion, il appartient à l'opposition de les poser. Il appartient également aux élus de la majorité de poser les problèmes. Parce qu'à partir du moment où on est élu, normalement, la question partisane doit être reléguée au second plan. On doit penser le bien-être de la communauté, les intérêts des citoyens de la ville de Ouagadougou. Et donc, de ce point de vue, le fait de mettre cette question sur la table, je pense, procède de cette logique-là d'exercer une sorte de contre-pouvoir qui puisse attirer l'attention de l'autorité communale lorsqu'il y a des manquements, de voir dans quelle mesure résoudre ces questions-là. Dans le fond, vous savez bien que le MPP conteste toutes les accusations portées par l'UPC, qu'il considère comme un parti aux abois, menant une campagne de dénigrement et de déstabilisation, les propositions du MPP, une surenchère politicienne donc qui serait motivée, entre autres en tout cas par la perspective des municipales partielles. Vous êtes aussi un spécialiste de ces questions-là. Quelle appréciation vous portez sur les arguments des uns et des autres? Bon, ce que je regrette, et c'est aussi valable pour ce qu'on observe au plan national entre l'opposition et la majorité, c'est de constater que très souvent les problèmes qu'on met sur la table, sur la place publique, souvent n'ont rien à voir avec les préoccupations des populations. C'est des conflits, souvent c'est des questions de positionnement, souvent c'est des questions d'humeur entre les différents acteurs. La question est de savoir quels sont les grands chantiers aujourd'hui de la commune de Ouagadougou. Pour revenir à ce cas précis, quels sont les grands chantiers? Moi, je vous avoue ici que je n'ai pas voté aux élections locales parce que je n'ai vu aucun programme sur la gouvernance locale d'abord, et je n'ai vu aucun programme des candidats qui se positionnaient pour prendre la tête de la ville de Ouagadougou. Donc la vraie question, elle est celle de savoir quelles sont les politiques publiques, quels sont les programmes qu'on veut mettre en œuvre pour résoudre les problèmes des citoyens de la ville de Ouagadougou. Voici la vraie question. Est-ce que véritablement ceux qui sont aux affaires disposent d'une alternative pour faire en sorte que les grands défis qui se posent à la commune puissent trouver des solutions? Et donc, il va falloir que, de ce point de vue, les débats se focalisent beaucoup plus sur les politiques publiques, sur les offres politiques, sur les solutions qui sont proposées aux citoyens pour résoudre leurs problèmes. Et non des difficultés, des conflits partisans. Voilà, je pense que c'est un constat qu'on fait même au plan national. Il va falloir poser des débats sur des questions beaucoup plus précises. La question de l'assainissement, la question de la sécurité, la question de l'éducation, les missions des communes, véritablement pour faire face aux préoccupations des citoyens. C'est de cela qu'il s'agit de mon point de vue. Mais les confrontations qu'on voit souvent dans les débats, dans la place publique, souvent n'ont pas de lien direct avec les préoccupations des populations. L'actualité politique, c'est aussi le spectacle d'une manifestation d'étudiants au siège régional du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, pour contester la désignation du deuxième secrétaire adjoint à la jeunesse du parti. À l'origine de cette contestation, les liens de parenté, en tout cas, que celui-ci, Luc Arnaud Compaoré, c'est son nom, aurait avec le premier vice-président du MPP, et Simon Compaoré. Donc, pour vous, c'est une contestation symptomatique de la lutte des clans au sein du MPP, ou à contrario, c'est un signe de vitalité de la démocratie interne au sein de ce parti? Pour moi, c'est un bon signe. Que ce soit au MPP ou dans d'autres partis, le fait que les citoyens décident aujourd'hui, les militants décident de ne plus subir, pour moi, est quelque chose de positif.
Parce qu'il va falloir engager des réformes au sein des partis politiques pour davantage de démocratie interne. Voilà, vous voyez, dans d'autres démocraties qui nous servent de modèle, on organise des primaires pour choisir les candidats. Donc il va falloir que nos partis politiques aussi se réforment pour prendre en compte les préoccupations des militants. Donc le système, le beau système, comme on l'appelait aux États-Unis, de mon point de vue, doit être battu en brèche. Donc que ce soit au sein du MPP ou ailleurs, ça peut être considéré certes comme un acte d'indiscipline au sein d'un parti politique, mais on peut aussi le percevoir comme un dynamisme. Voilà, dans le fonctionnement des partis politiques, une sorte de prise de conscience au niveau des militants à la base qui ne veulent plus subir le dictat des leaders politiques. C'est une forme d'expression de plus rien ne sera comme avant. Oui, je pense, et ça doit commencer dans les partis politiques, ça doit commencer aussi dans les organisations de la société civile. Parce que si on aspire à diriger un pays, on aspire à respecter les règles démocratiques au niveau d'un pays, ça doit commencer aussi au sein de nos organisations, les organisations de la société civile, mais aussi les partis politiques. Et de ce point de vue, je ne suis pas dans les secrets des dieux, je ne sais pas si c'est de la manipulation politique, si c'est de la communication politique, mais ce que je constate surtout dans ce parti-là, même au niveau des élections locales, l'une des raisons qui a fait qu'on n'a pas pu les tenir dans certaines localités, c'est justement ces luttes de positionnement au niveau des listes électorales, au niveau de ce conflit entre la base et le sommet. Et de mon point de vue, le fait que des militants décident de faire entendre leur point de vue, de ne plus supporter le dictat des dirigeants est un signe positif. Sur le front sécuritaire, on a appris lundi que des individus non identifiés ont attaqué le détachement militaire de Nassumbu, dans le Soum. Mais l'information la plus importante, c'est sans conteste l'élimination de Haruna Diko, responsable présumé de plusieurs attaques terroristes dans le Nord. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Avec beaucoup de satisfaction. Voilà, au moins une fois, j'ai discuté avec un ami qui disait que il faut qu'au moins qu'on arrive à avoir, même si c'est une chaussure d'un terroriste, parce que chaque fois, il vient, il frappe, il disparaît dans la nature. Eh bien, cette fois-ci, les forces de défense et de sécurité ont posé quand même un acte qui montre qu'il y a du travail qui est en train d'être fait, qu'il y a des résultats concrets sur le terrain. Donc, il faut s'en féliciter et souhaiter que cette dynamique-là puisse se consolider pour bouter hors du territoire national ces mouvements terroristes-là. Mais il faut aller au-delà des questions opérationnelles pour poser les questions de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de repenser tout le système sécuritaire du Burkina Faso. C'est une réflexion qui a été enclenchée depuis l'insurrection populaire, depuis la transition. Mais de mon point de vue, il va falloir revisiter la politique de défense du Burkina Faso qui est aujourd'hui inadaptée. Il y a des documents fondamentaux qui doivent être relus. La politique de défense du Burkina Faso, par exemple, qui date de 2004. Nous avons une politique de sécurité nationale qui date de 2010, une loi sur la sécurité intérieure de 2003. Et il va falloir relire l'ensemble de ces documents pour voir s'il n'y a pas lieu de les adapter au contexte actuel. Et je pense qu'il y a cette nécessité-là de poser le problème. Et c'est aussi extrêmement important de changer de paradigme en termes de gouvernance du secteur de la sécurité. Aujourd'hui, on ne peut plus diriger, gouverner la sécurité de façon élitiste, hein, dans un cadre restreint de militaires ou d'officiers, de gens de la sécurité au sens strict. La sécurité, elle est beaucoup plus globale. Il va falloir envisager une réponse sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique. Et donc, il y a un certain nombre de chantiers qu'il va falloir engager. Et je crois que pendant la transition, nous avons fait... Quand je dis nous, je parle de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, une proposition qui consistait à organiser des états généraux de la défense, qui permettraient à l'ensemble des couches de la société d'apporter leur contribution dans cette réflexion pour repenser le système de sécurité. Vous pensez que ce genre de grande messe-là, ça peut véritablement donner des résultats probants? Absolument, parce qu'on ne peut plus gérer la sécurité comme on le fait aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, la réponse n'est pas uniquement militaire, elle est aussi culturelle. Si vous regardez la politique de défense du Burkina Faso aujourd'hui, il y a trois chantiers, il y a trois volets. Il y a la défense militaire, il y a la défense civile et puis il y a la défense économique. Je pense qu'il faut même engager une réflexion pour véritablement mettre en place un système de défense sur le plan culturel. Parce que le terrorisme, les arguments qui sont utilisés pour mobiliser, pour enrôler les terroristes, les arguments fallacieux sur le plan religieux, il va falloir développer des contre-arguments. Donc la réponse, elle est aussi idéologique. Et vous savez que la réponse, elle est aussi politique. Parce que si vous prenez la région du Sahel, c'est les mêmes problèmes que vous constatez au nord Mali, à l'est ou au nord du Niger. Il y a un problème même d'allégeance à l'État qui se pose aujourd'hui.
depuis longtemps, les populations de ces zones-là ont l'impression que, bon, comme s'ils sont des citoyens de seconde zone, et si on ne fait pas attention, on peut avoir la cristallisation de ce sentiment, je dirais, et séparatiste qu'on a vu dans certains pays de la région. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que c'est en réalité une rébellion qui est en train de s'installer dans le Nord? C'est un embryon de rébellion parce qu'on voit après, déjà avec les informations que nous avons de façon officielle, ce sont des fils de la localité. Donc ce sont des Burkinabés. Et c'est ça qui est nouveau en fait. C'est-à-dire que de par le passé, il y a eu le grand banditisme que nous avons toujours connu, il y a eu des attaques. Mais aujourd'hui, nous avons la certitude que ce sont des Burkinabés qui sont enrôlés. Moi, j'ai participé à une étude en 2013 qui a montré qu'il n'y avait pas de Burkinabés. Il y avait certains Burkinabés qui étaient partis au Mali, essentiellement pour des raisons économiques. Aujourd'hui, nous avons la preuve qu'il y a des Burkinabés qui sont enrôlés dans des mouvements terroristes en Sardine, avec Al-Qaïda et les autres mouvements. Donc, il va falloir engager une réflexion globale. Parce qu'on ne peut pas limiter la réponse à la seule je dirais, réponse militaire. Petega, c'est le nom du village où Haruna Diko a trouvé la mort après des affrontements avec les forces de défense et de sécurité. 18 personnes ont également été arrêtées à la suite de cette opération, en tout cas unanimement saluée par les internautes. Pour nos confrères du site lefaso.net, c'est l'espoir de débarrasser le Sahel burkinabé des forces du mal. Est-ce que vous partagez cet optimisme au regard du contexte actuel? Moi, je pense, comme je l'ai dit, il va falloir, je pense, mettre en place toute une stratégie. Parce qu'actuellement, nous sommes dans l'opérationnel. Au Burkina Faso, il n'existe pas encore de politique antiterroriste. Il y a un dispositif sur le plan opérationnel. Il y a des unités antiterroristes au niveau de la police, de la gendarmerie, au niveau de l'armée. Mais il n'y a pas une réflexion globale. Et donc, cette réflexion globale-là, d'ailleurs, devait même précéder la rédaction du plan stratégique de l'armée. Parce qu'il faut d'abord relire la politique avant de penser à un plan stratégique. Deuxièmement, sur le plan de la réponse, je ne pense pas que nous puissions venir à bout de cette menace-là sans qu'il y ait une véritable solution régionale. Moi, je pense que nos armées aujourd'hui n'ont plus besoin des armées nationales. Il faut qu'on saute les pas pour aller vers une armée régionale. Nous avons une architecture de la sécurité au niveau de la CEDEAO qui a été construite depuis des années et des années. La CEDEAO aujourd'hui, malgré ses faiblesses, nous avons beaucoup de reproches à faire à la CEDEAO, mais en Afrique, la CEDEAO reste en tout cas un modèle en matière d'intégration. Mais aujourd'hui, nos États s'engagent dans des aventures telles que le G5 Sahel, même l'autorité de l'Optako Gourma en a révisé le traité pour intégrer la sécurité. Je pense qu'on disperse trop nos énergies. Il va falloir se concentrer sur une organisation. Et pour moi, cette organisation-là, c'est la CEDEAO. Donc, tant que le Mali sera en insécurité, le Burkina Faso ne sera jamais en sécurité. Tant qu'il y a de l'insécurité au Niger, le Burkina Faso ne sera jamais en sécurité. Et vice-versa. Donc, la réponse, elle doit être régionale. Il faudra que nous puissions sauter les pas pour véritablement mettre en place une armée régionale. C'est un chantier très lourd. Et il va falloir que nous fassions des concessions du point de vue de nos souverainetés pour aller vers cette solution globale. 70 morts, 70 interpellations. Voici en tout cas en 2 chiffres le bilan de la lutte contre le terrorisme et le djihad armé qui ont pris le Burkina pour cible depuis le 4 avril 2015 avec l'enlèvement d'un Roumain à Tambao. Cela ne nous a pas échappé. Ce sont des informations également qui nous sont données par le ministre Simon Compaoré de la Sécurité intérieure au cours d'une conférence de presse ce vendredi à Ouaga. Il a aussi ressorti de cet exercice de communication que le Burkina paye ainsi le prix de compromission ou de compromis. Et là, je cite Simon Compaoré, pour qui il s'agit d'un lourd héritage laissé par l'ancien régime, le régime Compaoré. Quel est votre commentaire? Oui, je pense que c'est effectivement ce qui s'est passé. Tout le monde sait que sous l'ancien régime, il y avait une sorte de pacte tacite entre les dirigeants de l'époque et certains mouvements armés. Et c'était ça, en fait, qui protégeait le Burkina Faso, entre guillemets. Et il n'y a pas eu un effort d'anticipation. Parce que quand le régime de Blaise Compaoré est tombé, pendant la transition, on aurait pu peut-être anticiper. Parce que ce qui protégeait le Burkina, c'était un pacte, une sorte d'alliance avec les mouvements armés. Mais à partir du moment où leur allié n'est plus au pouvoir, il n'y a plus de raison, ils n'ont plus de raison de parler le Burkina Faso. Qu'est-ce qui a été fait pour anticiper, pour repenser le système sécuritaire en tenant compte de cette nouvelle donne? Rien du tout. On a assisté beaucoup plus à des bagarres au sein de l'armée pour occuper les postes politiques pendant la transition. Et aujourd'hui, nous payons le prix justement de ce manque d'anticipation
pour repenser le système sécuritaire et l'adapter à la nouvelle situation. On passe à un autre sujet. Cette semaine, Roch Kaboré était à Berlin, où il a pris part, en tout cas, à l'ouverture du Forum économique Allemagne-Afrique et rencontré la chancelière allemande Angela Merkel. Un voyage dominé par les questions économiques, d'immigration et de sécurité. Quel regard vous portez sur cette visite du président du Faso en Allemagne? Bon, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Hein. Ce que je constate, c'est que sur le plan diplomatique, c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes options, c'est les mêmes objectifs. Il n'y a pas véritablement une option de rupture. C'est-à-dire que ces pays-là vont rester nos principaux partenaires sur le plan économique, sur le plan financier, aussi bien que sur le plan politique. Et donc, je pense que nous sommes toujours dans la routine, hein, sur le plan diplomatique. Et c'est malheureux de constater que ce chantier des politiques publiques-là ne fait pas l'objet de, je dirais, de suivi de la part des acteurs de la société civile. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut se passer d'eux? Mais nous n'avons pas d'autre choix parce que je pense que nous avons expérimenté un type de diplomatie, des politiques diplomatiques depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, si on fait le bilan, il est mitigé, véritablement. Et je me pose la question de savoir, même au niveau du PNDS, où on dit qu'il faut forcément obtenir des financements complémentaires pour les financer, la question que j'ai toujours posée aux économistes, c'est de savoir mais pourquoi on ne peut pas planifier en fonction de ce que nous pouvons mobiliser sur place? Pourquoi on ne peut pas planifier nos dépenses, notre développement en fonction de ce que nous pouvons mobiliser au plan national? Parce qu'il faut savoir que l'aide publique au développement de façon générale, et je pense que ça c'est connu, je ne vous apprends rien du tout, bon, on n'a jamais développé un pays. On n'a jamais vu dans le monde un pays qui a été développé par un autre. Et l'aide publique, en fait, désarticule les politiques de développement d'un pays. Parce que c'est en fonction de la disponibilité des ressources que l'on fixe les priorités. Et les priorités sont fixées de façon subtile, de façon indirecte, par ceux qui vous donnent de l'argent. Parce que selon qu'on dise qu'on a de l'argent dans tel ou tel domaine, c'est ça qui nous permet de fixer nos priorités. Et donc souvent, on peut s'engager dans des politiques publiques qui ne sont pas prioritaires de notre point de vue, mais tout simplement parce qu'il y a un bailleur de fonds qui est prêt à financer. Et cela désarticule notre façon de voir, notre façon de concevoir notre développement. Encore une fois, je reviens sur la question de l'intégration régionale. Depuis les années 50, c'est un débat qui a été posé par des gens comme Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, etc., etc. Bon, jusqu'à présent, l'Afrique n'a aucun contrôle sur son agenda de développement. Et c'est pour ça que certains politistes comme Claude Aké du Nigeria disent que bon, en Afrique, on ne peut même pas parler d'échec ou bien de réussite de développement. Nous n'avons même pas engagé le combat pour notre développement, à partir du moment où nous n'avons pas le contrôle de l'agenda de nos politiques publiques. La diplomatie parlementaire est également au cœur de l'actualité cette semaine avec la visite du président de l'Assemblée nationale française, Claude Barthelone au Burkina, qui était là cette semaine. C'est une actualité qui vous inspire un commentaire? Bon, rien de nouveau. Hein. Là aussi, c'est toujours dans la routine. C'est consolider les liens de coopération entre le Burkina Faso et la France. Je pense que du côté de l'Assemblée nationale, ça peut être présenté comme ça, comme une prouesse diplomatique. On peut le concevoir comme ça. Mais de mon point de vue, il n'y a rien du point de vue du changement, de la rupture qui est attendue des citoyens. Je ne vois rien d'extraordinaire. Dans cette routine, quand même, il y a eu la déclassification du dossier Thomas Sankara et la levée du secret de défense demandée par un député PS des Français de l'étranger, rapporté par nos confrères de RFI, et qui a eu un écho lors de cette visite du président de l'Assemblée nationale française. Claude Barthelone a notamment estimé que la justice française se doit de répondre à toutes les demandes de la justice burkinabé. Alors, quelle grille de lecture vous employerez pour cette actualité, pour ces propos en particulier? C'est des propos diplomatiques. Voilà. Moi, la question que je me posais de savoir, est-ce qu'il faut attendre que la France mette à notre disposition ces informations-là pour faire le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara? Si on dit oui, je dis que c'est du dilatoire. Parce qu'on sait très bien que nous n'avons aucun moyen de pression sur la France. Et donc, est-ce qu'il faut attendre que la France mette à notre disposition ces informations pour faire le procès? C'est la question que je me pose. Si on me dit oui, je dis que là, on est parti pour de longues années encore. Voilà. Pour moi, c'est du dilatoire, c'est une hypothèse. Peut-être que c'est simplement se donner toutes les chances de pouvoir dire le droit. Mais on sait qu'on n'a aucune chance là-bas. C'est comme l'affaire Soro. Celui qui a dirigé le coup d'État, le général Guinguéré, je pense que c'est sur vos antennes à la RTV, il a dit, il a regretté avoir fomenté ce coup d'État, c'est lui l'auteur du coup d'État, c'était lui le patron du RSP, etc. Bon, il est aux arrêts. Et beaucoup de ces éléments impliqués dans ce coup-là sont également aux arrêts. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le procès?
Par exemple, l'affaire Guillaume Soro. Vous savez très bien que la Côte d'Ivoire ne va jamais livrer Guillaume Soro. Donc si on dit qu'il faut Guillaume Soro pour faire le procès, je dis que c'est du dilatoire. Et c'est la même chose pour le dossier Thomas Sankara. La France, nous n'avons aucun moyen de pression sur la France. Et donc, je ne sais pas si c'est fait juste pour la forme ou bien si véritablement on attend que ces dossiers-là soient déclassifiés, qu'on ait toutes ces informations-là pour faire le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara. Moi, je me pose beaucoup de questions sur ces dossiers-là. Si vraiment c'est cette option-là qui est retenue, je me pose des questions. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que vous avez des doutes quant à la volonté réelle de rendre la justice dans ces dossiers? Non, je pense que, certes, on ne veut pas faire la pression sur la justice. Il faut laisser la justice faire son travail dans la sérénité. Les juges doivent avoir toute la latitude de prendre les décisions qu'ils estiment pertinentes pour la manifestation de la vérité. Mais en tant que citoyen, on est en droit de se poser un certain nombre de questions. Voilà, et de questionner la justice. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Constitution, dans l'avant-projet de Constitution, il y a un ensemble de dispositions qui ont été prises pour que la justice aussi puisse se rendre des comptes à partir du moment où on l'a déconnectée du pouvoir exécutif, notamment avec la recomposition du Conseil supérieur de la magistrature, où on va avoir, si cela est adopté, des membres qui ne sont pas magistrats. Alors, le samedi dernier à Fada, dans le Gourmand, à l'appel d'organisation de la société civile, des populations ont manifesté leur mécontentement par une marche pour dénoncer l'état jugé calamiteux, en tout cas des routes de l'Est. Dans la Nyanya également, on a assisté à des manifestations, des manifestants qui se disent abandonnés, en tout cas par les pouvoirs publics. Ce sont des revendications, en tout cas, qui ont les raisons d'être. Selon vous, comment est-ce que vous comprenez ce qui se joue là-bas? Je pense que cela rentre dans le cadre du suivi citoyen des politiques publiques. Je rentre d'un séminaire organisé par l'ONG Diakonia où nous avons discuté du périmètre, où un ensemble d'organisations de la société civile s'organisent justement pour organiser de façon méthodique ce suivi citoyen des politiques publiques. Je pense que c'est cela aussi qu'on attend des populations. Lorsque les dirigeants prennent des engagements, il appartient aux citoyens de suivre la mise en œuvre de ces engagements. Il y a eu un ensemble d'engagements qui ont été pris par le chef de l'État pendant la campagne électorale qui sont contenus dans son programme. Il y a eu des engagements qui ont été pris justement sur la base de ces engagements du président du FASO dans la déclaration de politique générale. Nous avons des indicateurs précis dans le plan de développement national de développement économique et social, le PNDS. Il appartient aujourd'hui aux citoyens de suivre la mise en œuvre de ces engagements de façon concrète sur le terrain. Et donc, je pense que c'est une forme normale, n'est-ce pas, de mise sur agenda qui permet aux citoyens de faire entendre leur voix. Parlant justement des infrastructures routières, moi, par mes connaissances, j'ai dû prendre ce tronçon Fada pour aller au Niger avec mon véhicule que j'ai dû laisser à Niamey parce qu'il était totalement KO. Et donc, c'est important que les populations attirent l'attention des gouvernants quant à la qualité des services publics. Mais c'est important que ce travail citoyen, ce type de revendication se fasse de façon pacifique, hein, dans le respect des lois, des règlements qui régissent la République. Alors, actualité internationale à présent, hors de chez nous, je voudrais d'abord votre commentaire sur deux faits différents. Il y a cette décision du Conseil constitutionnel béninois qui a déclaré nulle et non avenue l'interdiction de 2 syndicats étudiants par le gouvernement. En Mauritanie, c'est le président Abdel Aziz qui a vu son projet, en tout cas des révisions constitutionnelles, rejeté par le Sénat. Est-ce que vous direz que c'est un signe des temps que les institutions africaines se renforcent selon le vœu du président Obama? Oui, je pense que ça ne me surprend pas. Ce qui me surprend, c'est le cas de la Mauritanie. Là, je suis vraiment surpris. Mais pour le Bénin, il n'y a rien de surprenant parce que ce n'est pas la première fois que la justice constitutionnelle béninoise a invalidé, en tout cas, des décisions, des lois prises soit par l'exécutif, soit par l'Assemblée nationale. En 2006, par exemple, les députés béninois avaient tenté de prolonger leur mandat pour coupler la présidentielle avec le législatif. Ça a été censuré par la Cour constitutionnelle. Donc je pense que c'est un peu dans la tradition, dans les mœurs au niveau du Bénin. Ce qui me surprend, c'est beaucoup plus du côté de la Mauritanie. Ce qui veut dire peut-être que de ce point de vue-là, il y a un certain réveil qu'on peut observer au niveau des contre-pouvoirs. Et cela m'amène justement à mettre l'accent sur cette idée qui est malheureusement, je dirais, faiblement diffusée lorsqu'on parle de démocratie, le fait que en fait, la démocratie ne se résume pas au pouvoir de la majorité. Sans état de droit, il n'y a pas de démocratie. Et l'état de droit signifie la séparation du pouvoir, entre autres. Et d'où la nécessité pour la justice, voilà, qui est chargée par exemple du contrôle de constitutionnalité, de veiller au respect de la Constitution, de faire son travail de veille citoyenne qui lui permet, lorsque les autres pouvoirs
sont dans une posture de dérive, de pouvoir les rappeler à l'ordre. C'est pour ça que Montesquieu dit que pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Si nous n'avons pas d'état de droit, nous n'avons pas de séparation du pouvoir, nous n'avons pas de démocratie. Et c'est extrêmement important de mettre l'accent sur ces contre-pouvoirs-là, surtout les contre-pouvoirs juridictionnels. L'indépendance de la justice, sa capacité à dire le droit, quelle que soit la situation, me paraît quelque chose de fondamentalement important. Et je dois préciser que sur cette question, l'une des innovations que nous avons introduites, c'est quand même l'ouverture de la saisine à l'ensemble des citoyens dans le cadre de la réforme constitutionnelle au Burkina Faso. Le fait que lorsqu'un citoyen estime qu'il y a une loi qui est contraire à la Constitution, qu'il puisse saisir le juge constitutionnel. Voilà. Au Bénin, il y a aussi ce projet de révision constitutionnelle amené par le président Talon qui envisage un mandat présidentiel unique de 6 ans, lequel projet est contesté par une partie de l'opinion béninoise, notamment des syndicats. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis pas favorable au mandat unique. Si un président veut faire 6 ans, s'il veut faire un mandat, mais c'est très simple, il fait comme Mandela ou comme Hollande, il ne sollicite pas de second mandat. Si Roch Kaboré au Burkina Faso est favorable au mandat unique, mais en 2020, il ne sollicite pas de second mandat. Parce qu'en fait, le mandat unique, contrairement à ce que... C'est vrai, on pense que le mandat unique peut renforcer la bonne gouvernance, mais il faut se dire aussi que le mandat unique peut avoir d'autres effets pervers, notamment accélérer la prédation des ressources publiques. C'est-à-dire qu'on sait que d'ici 5 ans, d'ici 6 ans, on ne sera plus aux affaires, et donc on va dire dans le langage courant, il faut bouffer rapidement. Donc il faut qu'on fasse attention. Il y a aussi le fait que le mandat unique rend caduc le principe de l'imputabilité politique. Le vote sanction n'a plus de sens dans ce cas. Parce que le vote sanction, son sens justement, c'est de dire que un président qui a été élu pour 4 ans, pour 5 ans, selon le mandat prescrit, s'il souhaite solliciter un second mandat, on peut le sanctionner. Si on n'est pas content, on n'est pas satisfait de la façon dont il a géré l'État. Donc si le mandat est unique en ce moment, c'est comme si je peux faire n'importe quoi, parce que dans tous les cas, je sais que je n'ai pas de second mandat à solliciter. Donc ça rend caduc le principe de l'imputabilité politique. Mais est-ce que le vote unique n'est pas quand même quelque part une solution en Afrique où les mécanismes démocratiques, en tout cas qui gouvernent les élections, ne sont pas forcément aux normes, où on a très souvent des élections truquées, où les gens arrivent au pouvoir, en tout cas par des manières très peu orthodoxes. Est-ce que si la personne ne faisait que 5 ans, 6 ans, au moins on est sûr que, bon, voilà, on ne va pas se le... Oui, mais ça peut aussi être perçu autrement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un président qui a engagé un vrai processus de changement, que les populations souhaiteraient voir continuer les chantiers qu'il a enclenchés, et ça serait malheureux qu'il ne puisse pas continuer. De toute façon, il n'y a pas d'homme indispensable. Oui, je sais, mais moi je pense que la tendance, c'est les 2 mandats. Moi je pense que 2 mandats, c'est bon. Et il y avait même une tentative après l'insurrection populaire au Burkina Faso d'inscrire la limitation des mandats à 2 au niveau du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Je fais partie des experts qui ont été consultés par la CEDEAO pour ça, pour tenir compte d'ailleurs même de l'expérience du Burkina Faso. Malheureusement, ça a été bloqué au niveau de la CEDEAO par la Gambie et le Togo. Aujourd'hui que le Togo est isolé, peut-être qu'on peut revenir sur cette question. Moi, je pense que 2 mandats, c'est bon. Mais un mandat, je ne suis pas sûr que ça puisse apporter quelque chose de substantiel. Ça peut au contraire, comme je l'ai dit, non seulement neutraliser les mécanismes d'imputabilité, mais aussi accélérer la prédation des ressources. Au Sénégal, on parle prédation des ressources. Le maire de Dakar a été arrêté, en tout cas dans une affaire de détournement de fonds publics à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA à peu près. Il a été présenté en tout cas au juge. Khalifa Sall, en tout cas, lui dénonce par contre une justice aux ordres. Alors, quel est votre avis sur cette affaire? Bon, ce n'est pas surprenant, hein, lorsque un homme politique de sa stature, on a vu le cas avec Karim Wade, a des difficultés, des problèmes avec la justice, de parler de politisation. Et tout cela se fait sur fond, je dirais, dans la perspective des élections législatives de juillet. Parce que là, c'est vraiment des élections qui ont un caractère extrêmement stratégique, parce que si Macky Sall perd les élections législatives, il va être mis en cohabitation. Et donc, ça peut accélérer le retour
voilà, du PDS au pouvoir. Et donc c'est ce qui explique, je pense, cette fébrilité autour de l'arrestation de Khalifa Sall, qui pose un problème d'abord au niveau de la famille socialiste, au niveau du Parti socialiste, qui a des difficultés à maintenir sa cohésion. Mais il y a aussi les effets que cela peut avoir en termes de rapport de force entre majorité et l'opposition. Et je pense que ce qui structure et qui influence ce problème, c'est beaucoup plus la perspective des élections législatives à venir. Parce que selon beaucoup d'observateurs, Macky Sall ne serait pas en bonne position pour les gagner. Et si jamais il les perdait, eh bien le Sénégal sera mis en cohabitation. En RD Congo, l'accord pour une transition démocratique fait de sur place. La classe politique est toujours autant divisée, en tout cas sur la question de la désignation du Premier ministre et du président du comité de suivi. L'Église catholique et les évêques de la Senco ne savent plus, en tout cas, on va dire à quel sens se vouer, et afficheraient, en tout cas pour certains analystes, un optimisme de façade. Quelle opinion vous avez du cas congolais? Moi, je pense que je ne suis pas très optimiste sur l'issue de ces négociations avec l'Église catholique qui est mise en avant, qui est de plus en plus déçue par l'attitude des acteurs politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Moi, je pense qu'il va falloir que le peuple congolais prenne ses responsabilités. Tôt ou tard, il va falloir résoudre cette question-là à travers des moyens autres que la négociation. Malheureusement, c'est ça la situation. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'avec ces négociations. Parce que la vraie question qui est posée ici, c'est quoi? C'est la question de savoir si, après les mandats prescrits par la Constitution, on est prêt ou non à quitter le pouvoir. Et la question qui se pose ici est de savoir si le peuple congolais va continuer à observer les dirigeants politiques, voilà, prendre en otage l'ensemble du pays sur la base de leurs intérêts. Je parle bien de la majorité que de l'opposition. Donc il va falloir que le peuple congolais, de mon point de vue, se prépare, prendre ses responsabilités et mettre fin à cette situation d'inertie qui ne permet pas à ce pays, qui est vraiment un géant, qui devrait être même une puissance mondiale, d'être dans une situation aussi lamentable. Moi, je ne crois pas à ça, parce que même du côté de l'opposition, vous avez vu même l'arrivée de... Les gens voulaient même instrumentaliser la mort de Tshisekedi, que bon, si l'accord n'est pas mis en œuvre, on ne va pas l'intérêt, etc. Moi, je pense qu'il va falloir que les Congolais prennent les responsabilités. Ils ont commencé déjà à le faire, mais il va falloir s'organiser davantage pour mettre fin à cette situation. On découvre des charniers à gauche, à droite. Il va falloir combien de morts? Absolument, c'est un pays qui est... Le prix à payer n'est pas... Voilà, absolument, malheureusement, c'est un pays qui est convoité par beaucoup de puissances internationales. Il y a beaucoup d'intérêts économiques en jeu. Et c'est cela qui complique la situation de la RDC. Selon la RDC, c'est un pays qui est quand même géant, avec des potentialités extrêmement importantes. Et apparemment, certaines forces n'ont pas intérêt à ce que le Congo puisse se réveiller pour jouer en tout cas le rôle qui doit être le sien en Afrique. Alors, un fait politique qui semble relever de l'insolite et qui a, en tout cas, cependant, intéressé la presse cette semaine, il s'agit de la composition du gouvernement ghanéen. 110 membres du gouvernement, un nombre qui suscite en tout cas des interrogations. Est-ce que ça vous pose problème? Oui, ça me pose problème et je pense que ça pose aussi problème à beaucoup de Ghanéens. Voilà, j'étais à Accra il n'y a pas longtemps, j'ai vu les débats de la télévision. Mais le nouveau président estime que c'est une nouvelle expérience qu'il veut tenter. On verra ce que ça va donner. Selon ce que j'ai compris, c'est en fait des personnalités qui ont la qualité de ministre, qui ont rang de ministre. Ce n'est pas les membres du gouvernement qui sont les 110. Mais je pense que ça pose la problématique de l'utilisation optimale des ressources publiques. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a envie qu'il veut réinventer la roue ou la poudre à canon? Oui, parce que on attend de voir ce que ça va donner sur le terrain. Sinon, selon ce qui est expliqué, c'est que c'est une nouvelle formule qu'il veut expérimenter, qui permet de responsabiliser beaucoup de personnes pour accélérer la mise en œuvre des politiques publiques. Mais je ne pense pas que ce soit la panacée. Parce que ce n'est pas le nombre qui fait l'efficacité, c'est beaucoup plus l'organisation, c'est beaucoup plus le sérieux, la discipline dans le travail qui fait l'efficacité. Dans l'actualité africaine, on a aussi eu droit à la visite de Marine Le Pen au Tchad. Une visite contestée aussi bien au Tchad que dans différents pays, en tout cas du continent. Déby a-t-il eu raison de recevoir la patronne du Front National, selon vous? Et qu'est-ce qu'elle est venue chercher véritablement au Tchad, au regard en tout cas des idées
dont son mouvement est porteur sur le continent africain et sur les Africains. Non, Marine Le Pen, de mon point de vue, n'a rien à chercher en Afrique. Enfin, de notre point de vue africain, nous, on n'a pas à la recevoir parce qu'elle a toujours défendu des idées, en tout cas, qui négatives sur l'Afrique et sur nos intérêts. Et ce qu'on observe, c'est que le Front National, depuis qu'elle a pris les rênes de ce parti-là, est en train de se transformer. D'un parti protestataire à un parti de gouvernement, un parti gestionnaire. Elle s'apprête justement, parce que les sondages lui sont favorables, plus ou moins à prendre les rênes. Elle se prépare en fait à jouer cette fonction de chef d'un parti de gouvernement, d'un parti qui aspire à diriger la France. Et c'est pour ça qu'elle est partie également en Russie et dans beaucoup d'autres pays. C'est une dédiabolisation réussie? Non, je pense que peut-être du point de vue des dirigeants, mais je ne pense pas que selon, en tout cas, le programme du Front National, que le Front National puisse aider les Africains. Voilà, c'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Je ne pense pas que, de par les idées qui sont défendues par le Front National, que les Africains puissent se retrouver, en tout cas, dans son programme. Donc, pour vous, Déby ne devait pas la recevoir? Non, Déby, le Tchad est un pays souverain. Mais de mon point de vue, en tant qu'Africain, on se devait quand même d'observer une certaine réserve. Peut-être parce que, on estime que par réel politique, les sondages lui sont plus ou moins favorables. On estime que peut-être qu'elle pourrait devenir la présidente de la République française et que par prudence, il va falloir l'aménager pour éviter d'être dans une situation inconfortable. Et cela montre en même temps, je dirais, le déficit de souveraineté de nos États. On pouvait très bien la renvoyer. On dit que bon, elle n'est pas la bienvenue. Mais face à notre situation de subordination, face à la métropole, malheureusement, nos chefs d'État ne sont pas dans cette posture-là. En France même, ce sont les accusations portées par François Fillon contre le président Hollande qui retiennent notre attention, embarqué dans le Penelope Gate, avec chaque jour son lot de révélations. En tout cas, le candidat du parti Les Républicains accuse tout de go le président français de tirer les ficelles. Bien entendu, la présidence française ne reconnaît pas le rôle de marionnettiste que Fillon prête aux locataires du palais de l'Élysée. Comment est-ce que vous analysez cette affaire? De mon point de vue, peu importe qui est derrière cette affaire, ce qui est intéressant, c'est vraiment la mise en avant de la redevabilité, la reddition de comptes. Les actes qu'on a posés dans le passé, soit dans le cadre privé, soit dans le cadre public, que l'on puisse y répondre. Ça me paraît extrêmement important. Mais c'est clair qu'il y a des politiciens, il y a des concurrents politiques derrière. Mais le plus important de mon point de vue, c'est le fait que, des gens qui ont posé un certain nombre d'actes dans leur passé et qui se présentent comme étant des gens vertueux, puissent être mis devant leurs responsabilités. Ça me paraît extrêmement important. Et il va falloir aussi qu'en Afrique, qu'on travaille à le faire. Mais cela dépend d'une variable importante. Il faut qu'il y ait une opinion publique. Parce qu'on le voit en Afrique, même quand il y a des révélations sur des actes peu vertueux commis par tel ou tel parti politique, souvent, ça n'a pas d'effet sur leur légitimité. Donc s'il y a une opinion publique très forte et que la justice est indépendante, je pense que, et c'est de bonne guerre dans la concurrence politique. Donc pour moi, le plus important, c'est ça. C'est que quelqu'un a posé des actes, mais il doit répondre. Maintenant, ça ne sert à rien de chercher le bouc émissaire dans le camp socialiste. Il faut répondre devant la justice des faits qui sont posés. Justement, le même Fillon est aussi accusé d'avoir reçu comme cadeau une montre de 10 000 $ et d'avoir encaissé 50 000 €. Disons, 50 000, une montre de 10 000 € et d'avoir encaissé plutôt 50 000 $ en jouant en tout cas les entremetteurs entre Poutine et un homme d'affaires. Oui, mais vous voyez, le discours qu'on entend très souvent sur l'État africain, c'est quoi? Dans la littérature politologique, dans les sciences sociales, c'est quoi? C'est le néopatrimonialisme. En Afrique, il n'y a pas de distinction entre le public et le privé. Mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas une spécificité africaine. Et donc, cette confusion entre patrimoine public, patrimoine privé, ce patrimonialisme-là est aussi une caractéristique des États qui nous servent d'exemple, et comme la France. Et beaucoup de citoyens français sont déçus aujourd'hui de constater que Fillon, finalement, est un homme politique comme les autres. Donc, ça pose véritablement la problématique de l'autonomisation de l'État, de l'institutionnalisation de l'État comme puissance publique différenciée des personnes physiques.
Et donc, ça montre que véritablement, même dans les démocraties qui nous servent d'exemple, les vieilles démocraties consolidées, la question de la bonne gouvernance reste une préoccupation importante. Alors, Emmanuel Macron, par contre, semble bien en marche vers l'Élysée avec son mouvement En Marche. Il a enregistré le soutien de Jean-Yves Le Drian, tandis que le candidat socialiste, vainqueur en tout cas de la primaire de gauche, crie à la trahison. Comment vous comprenez donc cette bataille politique qui se joue actuellement en France? Mais je pense qu'il appartient aux électeurs de choisir, d'arbitrer. Mais le risque qui est posé ici, c'est justement la montée en puissance de l'extrême droite. C'est ça le risque. La question est de savoir est-ce que, comme cela a été fait en 2002, les différentes forces politiques qui sont pas favorables à l'extrême droite, elles vont se coaliser pour faire un front commun contre Marine Le Pen. C'est ça la question qui est posée. Mais de mon point de vue aujourd'hui, pour le premier tour, c'est important que toutes les forces politiques puissent s'exprimer et laisser les Français arbitrer. Et c'est ça, de mon point de vue, qui est important. Maintenant, c'est surtout au deuxième tour qu'on verra s'il y aura cette coalition contre l'extrême droite ou pas. Voilà. Aux États-Unis, le président Donald Trump n'a pas réussi à mobiliser en tout cas une majorité autour de son projet de suppression de l'Obamacare, censé garantir l'assurance santé pour près de 50 millions d'Américains. Ce désaveu du chef de la Maison-Blanche par le Congrès américain, en tout cas, vient rallonger la liste des couacs de la présidence Trump, qui apparaît pour le moins atypique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que la leçon qu'on peut tirer, c'est déjà connu, c'est que l'alternance ne conduit pas de façon mécanique au changement des politiques publiques. Surtout dans des pays où il existe des contre-pouvoirs sérieux. Et surtout dans le contexte américain où il n'existe pas en fait de discipline du parti. Alors, contrairement à ce qui existe dans d'autres pays, comme les pays africains de façon générale, où lorsqu'un parti a la majorité au niveau de l'exécutif, il a la majorité également au niveau du Parlement, il a toutes les chances de faire passer les lois qu'il souhaite. Aux États-Unis, c'est une caractéristique du système américain. C'est-à-dire que chaque projet de loi a sa majorité et son opposition. Donc, il n'y a pas de discipline de vote. Et il faut aussi compter avec la mobilisation des Américains. Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu sur le terrain lorsqu'il a pris les décrets pour interdire l'accès au territoire américain des ressortissants d'un certain nombre de pays, notamment musulmans. Donc ça, ce sont des éléments, des paramètres qu'il faut prendre en compte dans le changement de l'action publique. Le seul fait d'avoir un président élu sur la base d'un programme ne conduit pas systématiquement à un changement des politiques publiques, parce qu'il y a un rapport de force qu'il va falloir gérer sur le terrain, et au niveau des citoyens et au niveau des institutions. Et là, on a eu deux cas. D'abord, les contre-pouvoirs politiques au niveau du Congrès, et puis, premièrement, sur le décret relatif à l'immigration, un contre-pouvoir au niveau de la justice. Et apparemment, Obama est surpris parce que pour lui, il est habitué à gérer dans le privé ses affaires, alors qu'au niveau de l'État, il y a l'État de droit qui est là, qui est une donnée fondamentale qu'il faut intégrer dans la stratégie. Alors, je voudrais que l'on termine cet entretien avec un sujet bien précis. Il s'agit de celui du franc CFA. Et Claude Bartolone, en séjour à Ouagadougou, a dit la France-Afrique, c'est fini. Mais ça, c'est le discours. Vous savez, depuis 1958, la politique française, la politique étrangère de la France n'a pas connu de changement substantiel. Ce sont les grandes lignes qui ont été posées par le général de Gaulle, qui ont été, en tout cas, respectées par les différents présidents qui se sont succédés. Donc ça, c'est vraiment dans les discours. Mais ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est beaucoup plus au niveau africain. La question du franc CFA, nous sommes d'accord qu'en tant qu'État souverain, c'est un non-sens, ça n'a aucun sens que notre monnaie soit gérée par un autre pays. Mais il va falloir nous organiser. Quel est le plan que nous mettons en place justement en termes d'alternatives? Il faut que nous puissions avancer dans l'alternative et puis justement engager ce retrait-là du franc CFA pour conquérir notre indépendance. Parce que ça ne fait pas sens pour un État souverain de confier la gestion de sa monnaie. Aucun État souverain au monde ne le fait. Il n'y a aucun État souverain au monde dont la monnaie est gérée par un autre État. Et donc pour moi, la question ne se pose même pas sur le principe. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir quelle est l'alternative. Est-ce que nous allons mettre en place une monnaie au niveau de l'UEMOA? Est-ce que nous allons mettre en place une monnaie unique au niveau de la CEDEAO? C'est ça la question qui est posée aujourd'hui. La question de l'alternative au franc CFA. Mais la question du franc CFA, lui-même, pour moi, c'est une question qui ne se pose pas. Il faut sortir du franc CFA, mais cela ne doit pas se faire de façon précipitée. Il va falloir se préparer en conséquence. On s'arrête là pour ce dimanche. Merci, M. Saïdou,
d'être passé sur ce plateau. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dimanche prochain à partir de 18h45 en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.